Il y a des histoires qu'on raconte à voix basse, de peur qu'elles ne deviennent vraies au moment même où elles franchissent nos lèvres. Et puis, il y a celles qu'on ne devrait jamais raconter. Celles qui s'accrochent à la mémoire comme une odeur de brûlé, celles qui s'invitent dans les rêves et qui s'y développent comme des racines humides sous une maison abandonnée. Celles que je vais te raconter ne parlent pas de fantômes, ni de démons, ni de portes qui claquent en pleine nuit. Non, elles parlent d'un mur, un simple mur. Un mur tapissé d'un motif floral banal, presque vieillot, qui semblait appartenir à une époque où les maisons murmuraient encore dans le noir. Un mur qui, chaque nuit, se réveillait un peu plus. Quand j'ai emménagé dans cette petite maison loin du centre-ville, je croyais avoir trouvé un refuge, un endroit où recommencer après des mois d'échecs, de dettes et de nuits passées dans ma voiture. Je pensais avoir trouvé un endroit sûr. Je me trompais. Je n'avais pas encore compris que certaines maisons ne veulent pas qu'on vive en elles. Elles veulent qu'on les écoute. Avant que l'histoire commence, laisse-moi te prévenir. Ce qui s'est passé n'a jamais été expliqué par la police. Aucun rapport officiel ne raconte ce que j'ai vu. Aucune enquête n'a conclu à autre chose qu'une disparition inexpliquée. Mais moi je sais. Et si tu veux comprendre ce qu'il y avait derrière ce mur, ce que j'ai senti respirer sous la tapisserie, alors écoute bien. Car une fois que tu sauras, tu ne regarderas plus jamais un mur de la même manière. Je n'avais plus vraiment de choix. La vie avait déjà décidé pour moi. Après le licenciement, mes économies avaient fondu comme de la cire sous un soleil brûlant. 6 mois à peine avaient suffi. Le loyer avait augmenté à un niveau ridicule, mon crédit était catastrophique, mes plans s'étaient effondrés les uns après les autres. Ce qu'il me restait tenait dans un coffre de voiture. Des boîtes en carton à moitié écrasées, une valise fatiguée et un vieux laptop qui ne voulait se rallumer qu'à un angle très précis, comme s'il refusait de m'aider s'il n'en avait pas envie. Alors, lorsque j'ai vu cette annonce, chambre simple, maison individuelle, calme, 600 $ par mois, toutes charges comprises, je n'ai même pas fini de lire. J'ai écrit, j'ai supplié, j'ai payé. Le propriétaire n'a posé aucune question. Pas de justificatif, pas d'historique, pas même un regard suspicieux. Il a juste demandé du cash immédiatement. Et moi, j'ai retiré les billets sur 3 distributeurs différents pour éviter que la banque ne panique en voyant mon compte presque vide. Quand je suis arrivé devant la maison, je me souviens m'être dit « ça pourrait être pire ». C'était vieux, oui, le genre de maison qui semble soupirer sous son propre poids. La peinture s'écaillait, le porche grinçait sous chaque pas, et l'air portait cette odeur étrange, pas désagréable, mais vieille, comme du papier humide oublié dans un grenier. Le propriétaire m'a tendu les clés avec un air pressé, le bail encore à moitié vide dans sa main. « T'inquiète pas pour les petites bizarreries, elle est vieille, mais elle tient. » Puis il est reparti dans son vieux pick-up sans même vérifier si j'entrais vraiment. À l'intérieur, c'était encore plus exigu que sur les photos. La pièce principale ressemblait à un couloir élargi. La cuisine n'était qu'un coin bricolé. Le sol émettait des plaintes à chaque mouvement, même lorsque j'étais immobile. Mais au moins, c'était à moi. La chambre était la seule pièce vraiment fermée. 3 murs blancs. Et un 4e recouvert d'un papier peint floral, jaune pâle et rose délavé, comme un souvenir d'une maison de grand-mère abandonnée depuis longtemps. Je me souviens avoir glissé ma main dessus. C'était lisse. Ancien, oui, mais intact. Pas une déchirure. Je m'étais dit que je le retirerais plus tard, que je repeindrais peut-être. Mais dans ma liste de priorités, c'était tout en bas. Je n'étais pas encore prêt à m'occuper de ce mur. Pas encore. Cette nuit-là, j'ai posé un matelas même le sol, aligné mes boîtes dans les coins pour faire comme si tout était organisé, puis je me suis endormi plus vite que prévu. Je ne sais pas ce qui m'a réveillé, mais il était environ 3 heures du matin. Un son, léger, presque timide. Scratch, scratch, scratch. C'était derrière moi, derrière le mur, derrière le papier peint. Je suis resté immobile, yeux fermés, à écouter.
Mon cerveau cherchait une explication logique. Des souris, des tuyaux, un vieux bois qui travaille. C'était une maison ancienne après tout. Je me suis tourné, tiré la couverture contre moi et noté mentalement d'acheter des pièges le lendemain. Le son a continué quelques minutes, puis le silence est revenu. Pour la première fois, j'ai senti quelque chose. Pas une peur, plutôt une présence, comme si ce mur n'était pas juste un mur, mais quelque chose qui partageait ma chambre, qui attendait que je me rendorme. Le lendemain, j'ai tenté de rendre la maison vivable. J'ai déballé quelques affaires, installé les 2 meubles que je possédais, une table pliante et une chaise bancale. Et j'ai essayé de me convaincre que l'endroit n'était pas si mauvais. Pas de Wi-Fi, bien sûr, alors j'ai passé 1 heure dehors pour essayer de capter un réseau voisin. Raté. J'ai fini par vider mon forfait mobile en quelques minutes, mon téléphone suppliant presque que j'arrête. J'ai mangé une casserole de pâtes trop cuite, debout devant les éviers. Un repas triste mais chaud. Un repas de début de survie. Et malgré tout, j'avais à toi au-dessus de la tête. Et je n'avais demandé de l'aide à personne. C'était déjà ça. La nuit est tombée. J'ai éteint la lumière. Et je me suis couché en espérant dormir mieux. C'est cette nuit-là que tout a commencé. Celle où le mur a décidé de se manifester. La 2e nuit n'a pas attendu longtemps avant de me rappeler que quelque chose n'allait pas. Je me suis réveillé autour de 2h30, cette fois sans bruit particulier, sans grattement, sans craquement du plancher. Simplement un réveil brutal, comme si mes yeux s'étaient ouverts d'eux-mêmes. La chambre était faiblement éclairée par les réverbères extérieurs. Une lumière jaune filtrait à travers les stores, dessinant des stries mouvantes sur les murs. L'air était lourd, presque humide. Je me suis tourné sur le dos et c'est là que je l'ai vu. Le coin du papier peint était décollé. Un morceau d'environ 15 cm. La même zone que la veille. Une petite languette de tapisserie pendait doucement, comme si quelqu'un, ou quelque chose, avait glissé ses doigts derrière pour la soulever. Je me suis assis dans le lit. Longtemps. Trop longtemps. J'essayais de rationaliser encore. L'humidité, la chaleur, la maison qui travaille. Je me suis levé, j'ai allumé la lumière, approché ma main et touché le bord soulevé. Le papier était parfaitement sec. Aucun signe de moisissure, ni d'humidité, ni de dégradation. Il n'y avait aucune raison pour que ça se détache. Aucune. Alors, j'ai cherché du scotch dans ma boîte à bricoles et j'y recollai le papier. Je l'ai aplati avec la paume de ma main jusqu'à ce qu'il épouse à hors le mur. Puis, je suis retourné me coucher. J'ai fermé les yeux, mais l'inquiétude ne me quittait pas. 10 minutes plus tard, j'ai rouvert les yeux. Pas à cause d'un bruit, pas à cause d'un mouvement, juste une intuition, un instinct primitif. J'ai tourné la tête vers le mur. Le papier avait repiélé, exactement au même endroit, exactement de la même manière, comme si on l'avait soigneusement décollé pour me défier. Cette fois, la courbure du papier n'était pas naturelle, ce n'était pas un relâchement, c'était un geste, un mouvement précis, presque élégant. J'ai pris mon téléphone, activé la lampe torche et j'ai photographié l'état du mur. Puis j'y remis du scotch plus fermement encore. J'ai pris une seconde photo. Je me suis recouché, mais mon cœur battait. Le papier s'était à nouveau décollé. Je me rappelle m'être figé un long moment, les yeux grands ouverts, immobile sous ma couverture. Le silence dans la chambre n'avait plus rien d'ordinaire. Il avait une épaisseur, une présence. C'est fou comme un simple mur peut devenir un ennemi lorsqu'il vous observe. Et pourtant, c'est ce que je ressentais. Le mur m'observait. Je me suis relevé, rouvert mes photos. La première, le papier bien collé. La deuxième, la même. Et pourtant, il avait bougé. Il m'a fallu 1 minute entière pour accepter que ce n'était plus une simple question d'humidité. Les jours suivants, la maison semblait presque en cœur normal. Pas de bruit, pas de mouvement, pas d'événement étrange. J'aurais pu croire que j'avais rêvé, que le stress, le manque de sommeil, la solitude m'avaient joué un tour. Mais la nuit suivante, le mur avait à nouveau bougé. Et cette fois beaucoup plus. Quand je suis entré dans la chambre en fin de soirée, la tapisserie dépassait d'un bon tiers de sa hauteur. Une large bande pendait mollement, comme une peau arrachée. Et là, quelque chose en moi a lâché. Je me suis approché, j'ai tendu ma main et j'ai tiré. Le mur était strié, ravagé.
5 longues marques verticales parcouraient la surface, parfaitement parallèles. Pas des griffures superficielles, des entailles profondes, réasolaires, comme si quelque chose, doté de doigts, avait passé des heures à rayer le mur encore et encore, avec une patience macabre. Je me suis resté silencieux, la main suspendue dans l'air. Mon bref faisait vibrer la tapisserie détachée. Et puis, un détail m'a frappé. Le mur était chaud, pas tiède. Chaud, comme si quelque chose respirait derrière, comme si une présence vivante se cachait juste sous la surface. J'ai retiré ma main brusquement. J'ai laissé retomber la tapisserie. Je n'ai pas tenté de la recoller cette fois. Je suis allé me coucher, incapable de détacher mes yeux de ce mur qui semblait attendre. La nuit suivante fut différente. Elle avait un goût, un poids, une présence. Je me suis endormi tard, l'esprit alourdi par ce que j'avais vu, ces stries profondes, ces marques impossibles, cette chaleur sous le plâtre, comme si le mur battait d'un pouls faible, mais réel. Je savais au fond de moi qu'il allait se passer quelque chose. Je le sentais. Comme lorsque l'air change juste avant un orage, quand la nature retient son souffle. Et pourtant, malgré cette intuition, je n'étais pas prêt. Je faisais partie de ces gens qui rêvent rarement de manière très nette. Mais cette nuit-là, je me retrouvais exactement dans la même position que dans la réalité. Allongé sur mon matelas, face tournée vers le mur tapissé. Dans le rêve, je sentais une respiration. Pas la mienne. Quelque chose d'autre, quelque chose d'imposant, de patient. Un souffle faible, mais rythmé. Comme si quelqu'un, juste derrière la tapisserie, dormait profondément. Et soudain, ce souffle a ralenti, puis cessé. J'ai ouvert les yeux en sursaut, pas arrachés, pas déchirés, ouverts comme une bouche. La tapisserie n'était plus simplement décollée, elle était retournée sur elle-même, comme si elle avait été soigneusement pliée vers l'extérieur par une main invisible, exposant un pan entier du mur. Je n'avais même pas entendu le bruit. Le mur m'avait réveillé après s'être dévoilé. Les marques que j'avais vues précédemment étaient maintenant plus nombreuses, plus profondes, plus organisées. On aurait dit une écriture, un langage. Des lignes répétées, des courbes, des mouvements répétés 100 fois, comme des lettres gravées par quelque chose qui ne comprenait pas vraiment l'alphabet humain. Et puis, j'ai vu autre chose. Un détail qui m'a glacé jusqu'à la moelle. Je jure devant tout ce que j'ai de plus cher que je l'ai vu. Les fines poussières sur la surface montaient et descendaient, comme entraînées par un souffle très lent, très lourd. Le mur inspirait, puis expirait, lentement, calmement, comme s'il me testait, comme s'il apprenait. Je suis resté tétanisé, incapable de bouger. Mon cœur battait si fort que mes oreilles bourdonnaient. Je voulais hurler, mais aucun son ne sortait. Quand on ne peut ni crier, ni comprendre, ni fuir, on agit avec une logique brute, animale, inexplicable. Je me suis jeté sur ma boîte de fourniture, j'ai pris une agrappeuse et j'ai tapé la tapisserie contre le mur de toutes mes forces. J'ai mis des agrafes partout, partout où mes mains tremblantes pouvaient atteindre. Puis, j'ai poussé la petite bibliothèque contre le mur. J'ai empilé des cartons dessus. J'ai mis du poids, beaucoup de poids, presque tout ce que je possédais. Pas pour préserver le mur, non, pour m'éloigner de lui. Pour empêcher ce qu'il y avait derrière de sortir. Une fois terminé, je suis resté immobile, le souffle coupé, les mains tremblantes. Je n'avais jamais ressenti cela. Une terreur si pure, si primaire, que même penser devenait un effort. J'avais la sensation que si je faisais le moindre bruit trop fort, le mur réagirait. Quand je me suis réveillé, si on peut appeler ça dormir, le mur semblait normal. Le papier peint était resté en place. La bibliothèque n'avait pas bougé. On aurait presque pu croire que j'avais tout imaginé.
Mais je savais que non. La sueur froide derrière ma nuque, les marques que j'avais vues, la respiration, rien de tout ça n'était un cauchemar. Il y a des choses que le cerveau invente, mais il y en a d'autres qu'il ne peut tout simplement pas produire. Le mur ne s'était pas calmé. Il observait. Il attendait. Et moi, je vivais dans un contrebourg invisible. Les jours suivants m'ont donné une fausse impression de sécurité. Un mensonge, un répit fabriqué. Le genre de calme qu'on ressent juste avant qu'une digue ne cède. Pendant 2 jours, rien ne s'est passé. La tapisserie restait plaquée contre le mur, maintenue par mes agrafes et le poids de la bibliothèque. Aucun bruit suspect, aucune odeur étrange, aucune vibration du plâtre. Pourtant, je n'étais pas rassuré. C'était comme si la maison elle-même retenait son souffle, comme si elle m'observait pour savoir ce que j'allais faire. Et quand une maison observe, c'est jamais bon signe. Le 3e soir, tout a recommencé. Pas par un bruit, pas par un rêve, mais par quelque chose de beaucoup plus subtil. Une sensation. Je longeais le couloir pour aller à la cuisine quand j'ai senti une chaleur passer derrière moi. Pas un courant d'air, non, une vague de chaleur. Comme si quelqu'un, juste derrière, avait expiré dans ma nuque. Je me suis figé. J'ai tourné la tête lentement. Personne, évidemment. Mais quand mon regard s'est posé sur la porte de la chambre, j'ai compris. La bibliothèque avait changé d'angle. Juste un peu. Environ 1 centimètre. Le genre de détail qu'on ne remarque que si on vit dans la peur, les yeux toujours en alerte. Elle n'était pas à la même place que la veille. Et ça, c'est impossible. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil. Je tournais et retournais sur le matelas. Je sentais quelque chose derrière le mur, quelque chose qui bougeait, quelque chose d'impatient. Aux alentours de 3 heures, j'ai entendu un son que je ne voulais surtout pas entendre. Pas un frottement, pas un animal, pas un tuyau. Une respiration. Faible, irrégulière. Comme si un être épuisé tentait de reprendre son souffle derrière une cloison trop épaisse pour lui. J'ai posé ma main sur ma bouche pour ne pas crier. La bibliothèque a bougé à nouveau, très légèrement. Assez pour que le coin supérieur émette un petit tac contre le mur. Le son a été suivi d'un silence total. Puis... comme si lui aussi avait entendu le bruit, comme si ça cherchait d'où ça venait. Je n'ai pas dormi. Pas même une seconde. Le lendemain, la déformation commence. Le matin venu, j'ai ouvert la porte de la chambre avec une appréhension que je n'avais jamais connue. Et là, j'ai failli tomber. Le mur avait changé. Pas la tapisserie, le mur. Une bosse, une déformation, une sorte de bulle de plâtre tendue comme une peau sur le point d'éclater. Au début, j'ai cru que mes yeux me trompaient, mais non. Le mur était bombé, comme si quelque chose poussait derrière. J'ai avancé, lentement. Je me suis penché. J'ai tendu la main. Quand mes doigts ont touché la surface, j'ai senti une résistance étrange. Le mur n'était pas dur. Il était élastique, presque musculaire, comme si j'appuyais sur une cage thoracique qui respirait doucement. Et soudain, je jure sur ma vie, le mur a poussé en retour. Une pression brève, subtile, un mouvement interne, comme un spasme, comme si quelque chose avait pressé sa paume contre la mienne. Je me suis arraché à la paroi, reculé si vite que je suis tombé. Je n'arrivais plus à respirer, le monde tournait. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis par terre, les mains tremblantes, le cœur en vrac. Mais une chose était sûre, ce mur n'était plus seulement vivant. Il était actif, il communiquait, il répondait. Et je n'étais que son spectateur, pour l'instant. Vers midi, la peur m'a rattrapé d'un coup.
J'ai attrapé mon téléphone, j'ai fait les 100 pas dans la pièce, j'ai respiré plusieurs fois pour calmer ma voix et j'ai appelé le propriétaire. Quand il a décroché, il avait ce ton agacé, condescendant, qui donnait envie de jeter le portable. « Quoi encore ?» J'ai décrit le papier peint, les déformations, la chaleur, les marques sous la tapisserie, la bosse. Il m'a laissé parler en silence, puis « Tu sonnes exactement comme le dernier locataire. » J'ai eu un frisson glacial. Le dernier locataire ? Celui qui avait quitté les lieux sans prévenir ? Celui qu'il prétendait avoir poursuivi pour dommage ? Son ton est devenu plus croix. « Arrête de regarder derrière. Recolle, c'est tout. » Puis il a raccroché. J'ai regardé le téléphone, sidéré. Le mur brisait presque à côté de moi, et lui, il refusait de comprendre. Ou alors, il savait mieux que ce qu'il laissait entendre. La nuit suivante serait pire. Beaucoup pire. Le mur n'allait plus se contenter de respirer. Il allait essayer de sortir. La nuit suivante, je savais qu'elle serait différente. Je savais qu'elle serait pire. Mais je n'avais aucune idée de jusqu'où cette maison était prête à aller. Ce n'était plus du stress. Ce n'était plus de la paranoïa. C'était une peur glacée, profonde, animale, celle qui remonte du plus vieux coin du cerveau humain, là où se cachent les instincts que la civilisation n'a jamais pu dompter. Le mur ne voulait plus respirer. Il voulait s'ouvrir. Et moi, j'étais là pour le voir. 1. La déformation devient monstrueuse. Au petit matin, après une nuit blanche, je suis entré dans la chambre en sachant que quelque chose aurait changé. Et oui, la bosse avait triplé de volume. Le papier peint était tendu comme la peau d'un tambour, au bord de la déchirure. La surface ondulait très légèrement. Un mouvement à peine perceptible, mais vivant. Il ne s'agissait plus d'un ballon de plâtre. C'était un ventre, un thorax, une chose qui respirait, lentement, méthodiquement. J'ai posé mes doigts dessus. J'aurais dû fuir. J'aurais dû tout quitter. Mais ma main s'est avancée malgré moi. Au moment où mes doigts ont touché la surface, la bosse a poussé en retour, plus fort que la veille. Un véritable coup, comme un cœur qui battait. Un cœur énorme, puissant, piégé derrière la tapisserie. C'est là que j'ai craqué. Je n'ai même pas pris le temps de réfléchir. Je suis retourné à la voiture, j'ai foncé au magasin de bricolage, j'ai acheté un pot de colle à construction industrielle, celle utilisée pour coller des poutres entre elles. La caissière m'a regardé bizarrement quand j'ai dit « c'est pour une réparation urgente ». Mais elle n'a rien dit. J'avais l'impression d'aller acheter une arme. Et je n'avais pas tort. 2. Le mur se défend. Quand je suis rentré, le mur était encore plus gonflé. Il n'attendait plus. Il poussait. Il s'impatientait. On aurait dit qu'il testait sa propre force, qu'il essayait de savoir jusqu'où il pouvait étirer la tapisserie avant que quelque chose ne cède. L'air dans la chambre était lourd, électrique. Comme si la pièce était vivante elle aussi, sensible, en tension. J'ai ouvert le pot de colle, l'odeur m'a frappé immédiatement, chimique, acide, presque brûlante, et j'ai attaqué. J'ai recouvert la paroi de colle industrielle en étalant la matière épaisse et visqueuse sur chaque centimètre visible. Mes mains tremblaient, la sueur dégoulinait sur mon front, mais je continuais. Quand j'ai pressé la tapisserie contre la bosse, j'ai senti une résistance, pas d'un mur, cela d'un être vivant. Le mur a vibré sous mes paumes, comme s'il frémissait, comme s'il retenait quelque chose. Pendant une seconde, j'ai cru que j'avais réussi, que la colle allait suffire. Mais au moment où j'ai reculé, le mur a bougé. Pas tremblé, bougé. De l'intérieur, comme si quelque chose derrière tentait de se repositionner, comme si cela essayait de se frayer un chemin contre cette barrière chimique. Et là, j'ai compris que je venais de provoquer ce qui allait suivre. 3. Le propriétaire arrive et la vérité éclate. Le lendemain matin, alors que je n'avais pas dormi une seconde, un bruit de moteur m'a tiré de ma torpeur. Le propriétaire, accompagné d'un homme massif, en salopette, un entrepreneur, prétendait-il. Ils sont entrés dans la chambre, d'un air agacé et condescendant. « Alors c'est ça ton fameux problème, un peu d'humidité ?»
Le propriétaire s'est approché, a mis sa main sur la bosse. Puis, il s'est figé. L'entrepreneur a touché lui aussi. Son visage a pâli. C'est mou, comme de la chair. J'ouvre la bouche pour parler, pour prévenir, pour hurler, mais je n'en ai pas eu le temps. Un son a retenti, un son humide, une sorte de pop dégoûtant, comme si une ampoule remplie de liquide venait d'éclater. Puis tout s'est passé dans une fraction de seconde. Une main a jailli du mur. Pas une main humaine, une main longue, maigre, couverte d'une substance noire et visqueuse, les doigts beaucoup trop longs, terminés de crochets d'os aiguisés. La créature a attrapé le propriétaire en plein torse. Il n'a pas hurlé tout de suite. Il n'a pas compris. Puis la chose a tiré. La peau du propriétaire s'est déchirée comme du tissu mouillé. Ses os ont craqué. Ses côtes se sont ouvertes comme une cage trop fragile. L'entrepreneur a tenté de la gripper par le bras, mais la force de la créature était inhumaine. Le corps du propriétaire a été tiré vers le mur, compressé, écrasé, tordu. J'ai vu son visage entrer dans la paroi comme si la tapisserie était devenue un liquide épais. J'ai entendu le bruit de son crâne qui se brise en deux. Et puis, plus rien. Avalé, absorbé, disparu derrière le mur comme s'il n'avait jamais existé. L'entrepreneur a reculé, la vide, les mains couvertes de sang. Le mur s'est refermé, lentement, comme une bouche qui finit d'avaler. Le motif floral était parfaitement intact, sauf une tache rouge, petite, ronde, posée exactement à hauteur du cœur du propriétaire. 5. L'appel à l'aide. On a couru, on a fui la maison en hurlant, on a appelé la police. Ils sont arrivés en force. Ils ont foiré, ils n'ont rien trouvé. Rien. Pas une goutte de sang, pas un trou, pas de bosse, juste cette tapisserie. Sage, parfaite, froide, comme si elle nous observait, comme si elle attendait le prochain. Le lendemain du drame, tout semblait irréel. Comme si la maison avait effacé la scène, gommé la vérité, avalé la preuve. Quand la police est arrivée, l'entrepreneur et moi étions encore sous le choc, tremblants, pâles. Lui n'arrêtait pas de répéter. J'ai essayé de le retenir, j'ai essayé, comme si quelqu'un allait le croire. Pourtant, il disait la vérité, comme moi. Mais la maison, elle, racontait une autre histoire. L'enquête qui ne mène nulle part. Les agents ont fouillé pièce par pièce, étudiant chaque mur, sondant chaque centimètre carré, palpant le papier peint du bout des doigts. Et chaque fois qu'ils passaient la main sur le mur, j'avais envie de hurler. « Non, touchez pas, il vous écoute !» Mais je me retenais. La chambre était propre, trop propre. Le sang du propriétaire, celui que j'avais vu éclabousser le sol, ses clés, ses chaussures, n'était plus là. Pas la moindre goutte, pas un tissu déchiré, pas la moindre trace de lutte, comme si le mur l'avait digéré. Un agent m'a lancé un regard agacé en voyant ma panique. « Monsieur, il n'y a pas de trou. »« Je vous dis que si, le mur l'a avalé !» J'ai senti le regard du détective se durcir. Il a pris des notes destinées à être rangées dans un tiroir, jamais relues. L'entrepreneur, lui, répétait la même version que moi, avec la même terreur dans la voix, comme un disque rayé. Le mur, il a bougé. Il a pris le patron. Il l'a pris. Mais les policiers ne voyaient rien, n'entendaient rien, ne ressentaient rien. Le mur restait immobile, paisible, feignant le sommeil. Je jure qu'à un moment, j'ai cru voir un frémissement sous les fleurs du papier peint. Juste un tressaillement, minuscule, presque imperceptible. Un souffle satisfait, comme si ça savait que personne ne nous croirait, comme si le mur se moquait. 2. Survivre dans la maison sans y vivre. Dans les jours qui ont suivi, je n'ai pas osé quitter complètement les lieux. Je n'avais nulle part où aller, pas assez d'argent pour un hôtel, pas assez de contacts pour demander de l'aide. Alors j'ai fait le strict minimum. Je venais me doucher, changer de vêtements, prendre de la nourriture, et je repartais aussitôt. Je dormais dans ma voiture, sur un parking, le siège incliné, le cœur battant à chaque ombre qui passait sous les lampadaires. Je réfléchissais. Je me demandais ce qu'était cette chose. Depuis combien de temps elle était là? Combien d'autres elle avait pris? Je me souvenais du propriétaire disant « Le dernier locataire disait la même chose ».
Et s'il n'était jamais parti? Et s'il était, lui aussi, dans le mur? L'idée me rendait malade. Je refusais de retourner dans cette chambre. Je sentais même depuis la cuisine que le mur vibrait de manière infime, comme un animal repu qui digère lentement sa proie. Parfois, j'entendais une sorte de froissement lointain, comme des ongles contre le plâtre, comme si quelque chose bougeait encore, profondément. Je savais que ce n'était pas le vent, ni des souris, ni la maison qui travaille. C'était lui, la chose, la présence. Et elle n'avait pas fini. 3. Le départ forcé. Après quelques visites supplémentaires, les policiers cessèrent de venir. L'affaire fut classée en disparition inexpliquée. Pas de poursuite, pas d'enquête approfondie, pas de responsable. Juste une maison et un mur, et un silence qui brûlait la vérité. J'en ne pouvais plus. Je devais partir, même si je devais abandonner mes affaires, même si je perdais l'argent du dépôt, argent qu'ils n'ont bien sûr jamais voulu me rendre. J'ai rassemblé quelques vêtements, mon ordinateur, un sac, et j'ai laissé derrière moi le matelas, les meubles, et surtout, le mur. Quand j'ai fermé la porte pour la dernière fois, j'ai eu cette sensation étrange, comme un courant d'air, mais chaud. Une dernière expiration, comme un au revoir qui ressemblait à une menace. 4. Une nouvelle vie, avec des traces. Aujourd'hui, je vis ailleurs, dans un petit logement partagé, bruyant, imparfait mais vivant. Les murs y sont normaux, froids, durs, sans respiration. Je dors mieux, parfois. Mais certaines nuits, je me réveille soudainement, sans bruit, sans rêve, sans raison apparente. Et dans l'obscurité, je sens encore sous ma paume cette sensation horriblement familière, celle d'un mur qui pousse en retour. Je fais des cauchemars, toujours les mêmes. Je revois la tapisserie se tendre, je revois la bosse se gonfler, je revois la main sortir du mur, comme si la maison elle-même accouchait d'un monstre. Je revois le propriétaire disparaître, je revois le regard terrifié de l'entrepreneur, et surtout, j'entends encore la respiration, ce souffle profond, lent, presque humain. Je sais que je ne retournerai jamais là-bas. Je sais que moi aussi, j'ai failli finir absorbé, consumé, avalé par quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Mais parfois, quand je passe devant certaines maisons anciennes, je vois un papier peint déchiré, une bosse étrange dans un mur, une fissure qui respire. Et je me demande, combien sont-elles? Depuis combien de temps sont-elles là? Et surtout, qui sera le prochain à entrer? Avant de refermer cette histoire, laisse-moi te dire ceci. Certaines maisons ne sont pas construites pour abriter des familles. Certaines maisons ne veulent pas te protéger. Certaines maisons se nourrissent. Si jamais tu vois un papier peint se décoller sans raison, un mur qui semble bouger sous la lumière ou une chaleur qui n'a rien de naturel, pars. Ne réfléchis pas. Pars avant que ça ne reconnaisse ta présence, avant que la maison ne te choisisse. Et si tu veux d'autres histoires vraies, sombres, dérangeantes, des récits que l'on ne lit qu'avec les lumières allumées, abonne-toi maintenant à la chaîne Nuit d'horreur. Car ici, les murs ont des secrets. Et nous sommes là pour les révéler. Et souviens-toi, ce n'est peut-être pas la maison qui est vide. C'est peut-être toi qui n'es pas seul.